Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de cybersécurité. Donc ici on va voir un laboratoire qui contient une vulnérabilité core avec une attaque où on va pivoter entre différents réseaux. Donc pivoter entre différents réseaux, on va attaquer un réseau à travers un autre réseau. Donc dans notre cas, ça sera un réseau public avec à l'intérieur un réseau privé. Et on sait bien que dans la plupart du temps, le réseau privé, beaucoup d'entreprises considèrent ou configurent ce réseau de manière plus lassice qu'un réseau public. On a un site internet qui a une configuration core qui n'est pas sécurisée et qui accepte tous les réseaux en interne. Ce laboratoire requiert plusieurs étapes pour le compléter. En fait, on aura besoin de 4 étapes au niveau des scripts pour le compléter. Pour résoudre ce laboratoire, on doit créer plusieurs sites en JavaScript qui permettent de définir où se trouve le point d'arrivée sur le réseau local en 192.168.0.0 avec un masque 24 sur le port 80.80 et qui peut être utilisé pour identifier et créer notre attaque core et effacer un utilisateur. Donc pour résoudre ce laboratoire, il faut effacer l'utilisateur qui s'appelle Carlos. Ici, on dit qu'en fait, on a un pare-feu qui bloque notre connexion et tout ça, c'est que normalement, on doit utiliser Burp Collaborator. J'ai conçu une technique qui va nous permettre de ne pas utiliser Burp Collaborator, on utilisera les logs de notre site interne. Tout d'abord, on va expliquer qu'est-ce que c'est 192.168.0.0.24 et pourquoi il y a un masque, et quel est le nombre de possibilités qu'il faut faire. Donc, en fait, là, on a une adresse IP 192.168.0.0.24, donc en décimale, 192.168.0.0 en décimale, et le masque 24. En fait, le masque 24, c'est sur les nombres de bits. Donc, on voit que là, les 24 premiers bits, en total, si on met tous les bits, ça fait 32 bits. Et sur les 24 premiers bits, là, ils seront pas utilisés par nous. Ça sera pour le réseau externe. Là, pour notre réseau interne, là, il nous restera 8 bits. Et 8 bits en binaire, donc en base de 2, ça nous fait 256 possibilités qui sont de 0 à 255. Donc là, on sait qu'on aura 255 adresses à trouver. Donc de 192.168.0.0 jusqu'à 192.168.0.0 à 255. En réalité, on peut réduire la recherche parce que le 255, c'est l'adresse de broadcast. On n'est pas obligé normalement de la tester, mais bon, on peut le faire. Donc la première étape, c'est de trouver quel est le point d'entrée de cette adresse. Ici, on accède au laboratoire en cliquant sur Access the Lab et on atterrit ici. On n'a pas d'identifiant pour se connecter et on sera obligé de se connecter depuis une adresse interne. Donc, pour injecter nos exploits, on est obligé d'aller dans Go to Exploit Server. Et ça sera dans notre site malveillant qu'on pourra injecter notre script. Voyons le premier script. Alors, le premier script, en fait, on va utiliser script en HTML, après en script en JavaScript, et dedans, on va essayer de retrouver les 256 adresses. Donc, on va utiliser le premier URL exploit.net server. En fait, ça sera pour récupérer les informations à partir du log. On fait une boucle, donc comme j'ai dit là, de l'adresse 0 jusqu'à 255, et avec fetch, là, on l'envoie sur l'adresse interne. On teste l'adresse interne, et s'il y a une réponse, on l'envoie ceci dans le log de notre adresse de site malveillant, qui sera encodé. Donc la page web sera encodée et là on va mettre aussi le compteur i là, donc ça sera l'adresse qui sera trouvée qui va nous renvoyer. Donc grâce à ça, ça va nous envoyer. Et sinon, s'il y a rien, s'il y a une erreur, il fait rien. Pour que ça fonctionne, donc ça c'est simple, on va envoyer ça. Pour que ça fonctionne, il faut faire un copier-coller de ça, copier-coller. Et là, l'adresse qui est ici là, c'est l'adresse de notre serveur malveillant. Donc c'est le serveur qui est là. Il faut cliquer sur .net. Donc là, ce site-là va tester toutes les adresses internes. Et dès qu'il y en a une qui va répondre du code HTML, il va nous renvoyer quelle est la bonne adresse. Et en plus, il va nous renvoyer le contenu du document en façon encodée. On l'encode tout simplement parce qu'en fait, il y a des retours à la ligne ou des caractères non lisibles ou qui ne pourront pas émettre sur le log. Et le problème du log aussi, c'est que il nous met ça sur une seule ligne. Donc, testons ceci. Donc, on fait deliver exploit to victim. On fait access the log pour voir s'il a trouvé un site interne qui répond. Donc là, on voit une première adresse IP. Donc là, c'est quand notre utilisateur a cliqué à visiter notre site victime.
Et là, on a un deuxième IP là qui nous renvoie notre réponse. Donc en fait, l'adresse IP qui a répondu est notre site. Alors, qu'est-ce qui nous intéresse? Ce qui nous intéresse, c'est l'adresse IP qui a été répondue. Donc ici, on voit que l'adresse IP qui a fonctionné, c'est 192.168.0.256. Alors, sur ce laboratoire-là, il est généré de façon aléatoire. Ça sera à vous de refaire toutes les manipulations pour avoir la bonne adresse IP. On la sauvegarde. Donc par exemple, on la sauvegarde ici. Et ici, là, on a notre code qui est encodé. Donc ça, on peut le décoder. On fait un copier. Ça peut être long, hein, c'est toute la page web. On fait tool, on fait encode décode, on le met dedans et on en décode. On va dans URL décode et là, on a tout notre code décodé. Donc, on sélectionne tout, on fait un copier et on le colle autre part. Donc, je le colle par exemple. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit que c'est une page HTML. Est-ce qu'il y a des choses intéressantes dessus? Et bah, si on regarde notre code, notre page là, on a l'impression que c'est une page d'identification. Il y a my account là, pareil. Et on a un champ qui demande notre username, notre password et le jeton. Alors, ça c'est très intéressant. Et est-ce qu'on pourra tester si notre username ou notre password est sensible à une faille XSS? Parce que si c'est sensible à une faille XSS, on pourra l'utiliser pour continuer à faire notre exploit. Donc, à créer par exemple un iframe où l'utilisateur pourra mettre certaines choses. On pourra récupérer certaines données. Donc là, on voit que par exemple, l'username iframe. Et à partir de ça, on pourra générer un autre script. Donc, voyons le script 2. Donc là, le script 2, en fait, on a notre URL qui permet de récupérer les informations depuis le log. Et on a l'adresse IP là qu'on a trouvé, 192.168 et la sienne qu'on a trouvée. Donc on va la changer, qu'on a dit de trouver. Et là on va faire la même chose. Donc on va faire tant que s'il trouve quelque chose sur cette URL interne, alors il va injecter un exploit en JavaScript là. Et si par exemple sur l'exploit on la trouve, il va contacter, en fait, cet exploit-là, en fait, dans JavaScript, tu vas aller sur la page de log de site malveillant. Donc, si, en fait, l'exploit fonctionne, il va inscrire quelque chose sur le site malveillant. Il va inscrire, par exemple, log file XSS. Et il va envoyer ceci dans le champ login username, donc dans le nom d'utilisateur. Et dedans, il va encoder l'exploit, le script. Donc, il va être exécuté dessus. Après, on met un mot de passe random, on met n'importe quoi dedans. Et là, on met le token qu'il a trouvé pendant la requête. Donc, il va remplacer avec le mot token. Et une fois ceci fait, il va remplacer toutes ces URL-là dans le site de la personne. Donc, ça va s'auto-exécuter. Donc, faisons ceci. Donc là, il faut faire un copier. On va dans notre site malveillant. Là, on met notre script. Et il faut remplacer par le bon URL. Donc ici, là, le URL. Notre site malveillant, donc c'est exploit.scanet, http scanet. Et là, il faut remettre l'adresse IP qu'on a retrouvée. Donc l'adresse IP, c'était celle-ci, et pas oublier de mettre le numéro de port. Donc 192 0 195, et nous, c'était pas 195, c'était 206. Donc on peut mettre 206. Donc une fois que ceci est fait, on envoie notre exploit, et si dans le champ username, il y a elle est vulnérable à la faille XSS, ça va nous répondre dans les logs. Donc faisons ceci. Faisons deliver exploit to victim. Regardons dans un log si on a un retour. On fait access the log. Alors déjà là on voit qu'on a la première visite de notre utilisateur et après là on a un retour. Donc ça c'est ce qu'on a récupéré. Get. Et là on voit qu'avec log espace key, donc en fait l'attribut key et la faille XSS est disponible. Donc ici on voit que notre champ utilisateur est vulnérable aux failles XSS. Donc on peut lui injecter du script malveillant pour récupérer certaines informations. Maintenant, la troisième étape, c'est de récupérer les informations de l'administrateur. Donc, par exemple, son mot de passe. Donc, comment on fait? Eh ben, on fait la même chose, on va sur le même site malveillant, l'HTTP. Donc là, on refait exactement la même chose que sur le script d'avant. Donc, dès qu'on tape sur la bonne adresse interne, on récupère les données avec le texte. Une fois que ceci est fait, on injecte un script malveillant. Donc ici, on va injecter un iframe. Donc on sait que le source c'est admin. Et en fait, comme il est déjà connecté, on pourra manipuler ses requêtes. Donc mes problèmes, c'est que c'est les requêtes à l'intérieur, on ne sait pas ce qu'il faut faire pour effacer l'utilisateur Carlos. En fait, on ne sait pas quels sont le nom ou quel poste il faut faire et tout ça. Donc ça, il faut aussi récupérer le tableau de connexion en HTML et l'analyser pour voir comment faire une injection et effacer l'utilisateur. Donc en fait là, avec l'iframe new image source, il va récupérer les données, il va nous mettre ceci dans le log. Donc en fait là dans URL component,
en fait, this content image, c'est-à-dire qu'il va récupérer les données dans l'onglet du navigateur ou dans l'image du navigateur. Et la partie qui nous intéresse, en fait, c'est le corps du navigateur, donc le body en inner HTML. On sait que c'est sur le login username qu'on peut injecter la faille XSS, donc on l'injecte dedans, donc en encodant dessus, et on met un mot de passe aléatoire, n'importe quel, donc qui est marqué random, et là, pareil, pour le token CRSF, on prend le token en cours et on le recopie dedans pour que ce soit valide. Une fois ceci fait, on remplace tout ceci par l'URL. Donc location, en fait, c'est un objet JavaScript qui permet de récupérer et de modifier l'URL par le nôtre ici. Et donc ça va exécuter l'exploit. S'il ne trouve rien dans le texte, en fait, il continue et c'est mis en catch error et ça fait rien en fait. Copions ceci. Allons dans le serveur d'exploitation. Mettons le bon script, changeons l'URL là ici par le bon URL. Donc l'URL du site malveillant en fait là, .net. C'est pour récupérer à partir du log de site là, dans la test log là, qui va récupérer les données du site web. Et là, il faut aussi avoir la bonne adresse du serveur interne qu'on avait retrouvé au début. Donc 206. Une fois ceci fait là, on l'envoie. Et normalement, dans les logs, là on a la première fois que la victime va sur le site, donc l'administrateur, et qu'il a visité le site internet. Et là, après là, c'est que notre injection renvoie les données. Donc là, les données ont bien été récupérées. Donc ici, on a bien le panneau de configuration administrateur qui est affiché. Donc voyons comment il fonctionne. Donc là, il est décodé. Il est encodé, il faudra le décoder. Donc on va faire la même chose que... Alors récupérons notre page encodée que l'injection nous a donnée. Donc on récupère tout. On va dans Tool, on va dans le code des codes H, on copie-colle dedans. Et là, dans URL des codes, là, on a toute la page qui est décodée. Et grâce à cette page-là, on pourra identifier comment effacer l'utilisateur. Carlos. On colle. On regarde s'il y a des contenus intéressants. Donc là, on voit que c'est une simple page en HTML. Et alors, on a un href account. On a un admin delete. Et on voit que là, on a un admin delete. Et en passant l'username, là, en passant le name username, et en soumettant ceci, on peut effacer l'utilisateur. Donc en fait, c'est simple. Dans le name, username, il faudra passer le nom de notre utilisateur qu'on voudra supprimer, donc ici Carlos. Et après, faire une simple soumission de type post. Donc on voit méthode là, type post. Donc faire un post de type soit. Alors, est-ce que c'est possible de le faire? Bah oui, on pourra le faire, par exemple, à partir d'une injection XSS. Et regardons notre dernier script. Donc, dernier script va faire exactement ça. Dès qu'on sera sur la bonne URL interne, on va exécuter un script dans un iframe, donc source admin. Et une fois que ceci sera fait, dès que ça sera chargé, on va créer une variable f qui contient le document, donc le formulaire document. Et si on trouve le champ username, on lui met la valeur Carlos. Et une fois que ceci est fait, on soumet. Et dès que ça sera soumis, ça va effacer Carlos. Cette injection-là, elle sera encodée et mis dans le champ username. Donc en fait, dès qu'elle sera mise dans le champ username, avec le mot de passe et le token, ça sera soumis. Et on va remplacer donc l'URL là, plus injection, et ça va mettre dans l'objet URL, et ça va s'auto-exécuter, et ça va mettre l'injection. Sinon, s'il y a une erreur, ou s'il n'y a rien dans le texte, on fait rien. Donc, testons le script pour voir s'il efface bien notre utilisateur Carlos. On fait copier, on va dans notre exploit, donc on monte en haut, on va dans Back to Exploit Server, on colle. Donc là, notre adresse IP qui a été vulnérable en interne, c'est 206, et là, notre exploit là, c'est celui-ci, jusqu'à.net. Une fois ceci fait, on envoie à la victime, et dès que la victime va visiter notre site, malveillant, il va effacer l'utilisateur Carlos, si ça fonctionne. Donc, on fait deliver exploit aux victimes. Et là, ça nous dit que le laboratoire est résolu. Donc, en fait, ça veut dire que Carlos a bien été effacé. Donc, qu'est-ce que ça nous apprend, ce site, cet exercice? Cet exercice nous apprend, en fait, qu'il ne faut pas négliger les serveurs privés, tous les réseaux privés. Il faut les protéger comme les serveurs publics, on va mettre plusieurs protections. C'est possible, par exemple, en mettant des bonnes failles, des bons configurations core, mettre des pare-feux aussi bien externes que internes, et éviter les interactions publiques et privées. Et même, pourquoi pas, des fois, utiliser une DMZ, c'est intéressant. Donc il ne faut surtout pas négliger les aspects sécuritaires, même dans le réseau privé. Les attaques peuvent venir aussi bien du monde extérieur que du monde interne, ou le cumul des deux. Merci d'avoir vu cette vidéo, n'oubliez pas de mettre des pouces bleus, et pensez-vous à vous abonner.